bienvenue. Nous étions ce week-end sur le circuit du Vigan, le circuit du Val-de-Vienne qui accueillait la 3e manche du championnat de France FSBK version 2015. Le résumé complet de cette épreuve, c'est tout de suite, mais juste avant, on va faire un tour avec Grégory Leblanc, l'homme le plus rapide sur ce circuit. Alors c'est parti pour un tour du Vigan. Donc la ligne droite des stands où on arrive en 5e à peu près 240 km/h, où on tombe 3 rapports pour rentrer dans le premier virage en 2e. Donc un virage où il faut bien s'élargir pour préparer l'accélération qui commande le 2e virage. Donc au 2e virage, on est toujours en 2e, il faut faire attention parce que c'est assez bosselé, donc il ne faut pas rentrer trop fort pour bien se placer, éviter de perdre l'avant. Là on passe la 3e qui pour enchaîner sur les deux doubles droites qui va commander la ligne droite. Donc très important aussi, très bosselé, c'est un circuit dans l'ensemble qui est assez bosselé. Où on passait en 3, donc là on arrive dans la ligne droite, 4e, 5e. Le freinage se ferait juste après le 200 mètres, où on tombe 2 rapports pour enchaîner avec la chicane rapide où on est en 3e. Donc toujours important aussi, assez bosselé à la sortie, donc il faut faire attention. Là on passe la 4e pour arriver dans le virage au fond du circuit, où on passe en 2e, avant d'enchaîner sur les S du sanglier, où là on passe 2 rapports en 4e pour enchaîner après avec la 5e, pour arriver au virage du trottoir où souvent le dépassement se font là dans les derniers tours, donc un virage en 2e. Et après on enchaîne sur un petit gauche, toujours en 2e, où assez bosselé, toujours l'ensemble du circuit est assez bosselé, donc il faut faire assez attention sur les entrées de virage. Là on passe la 3e et on rentre la 2 pour ce gauche là, et après tout se fait en 2, donc on repasse plus de vitesse, donc faire attention sur les entrées. On a souvent tendance à perdre l'avant dans ce petit virage malgré qu'il soit lent, et donc après on accélère, on se prépare pour les 2 dernières droites où on peut déborder un peu, aller à l'extérieur de la piste, et on se prépare pour faire un nouveau tour, toujours en 2e, et c'est reparti pour 18 heures. Cette année, notre fête Evo de Supersport, une formule qui semble perdre grand nombre, mais surtout comme nous l'explique Yvan Betz. Grâce aux Evo, j'essaye de progresser par la suite, car j'ai fait 9e là au scratch. Donc c'est une bonne place car on est 40 pilotes quand même. Et en Pirelli, je progresse. Il y a quand même un bon niveau parce que par rapport à 2 ans qu'on a roulé ici au Vigan, on a amélioré plus de 5 dixièmes. Donc ça roule bien en Pirelli, et grâce aux Evo, on peut rouler encore plus vite. Je roulais d'abord en 125 et là, quand j'ai fait des essais en 600, j'ai tout de suite pris confiance. Et j'ai vraiment bien aimé le style de pilotage, la glisse, le couple de la moto parce que c'est une 4 temps. Donc ça fait 3 saisons et ça commence à payer cette année, quoi. Ancien vainqueur du trophée Pirelli en 2013, Morgan Berger revient sur son début de saison un peu difficile. Au Vigan, ce week-end, il retrouve ses marques et affiche à son habitude. Il a envie de gagner sans pareil. Je pense que c'est un tout. Je pense qu'il y a le travail qui est derrière, il y a les examens, je suis en plein examen. Je pense qu'il y a tout ça qui met un petit peu de pression, et le manque de roulage aussi, contrairement à tous mes collègues. Moi je vais à l'école, je fais tout ça, et j'ai l'impression qu'ils font que de la moto, donc c'est très très compliqué de rivaliser quand toi tu viens que sur les courses. Et là je pense que je suis arrivé avec une très très grosse envie de gagner, un très très gros mental, et je pense que ça m'a aidé, malgré mon manque de roulage, à aujourd'hui retrouver le niveau que j'avais avant. J'espère remonter sur le podium, ça m'est pas arrivé depuis le début d'année encore, à part aux 24 heures du Mans, mais bon, ça c'était un petit peu la cerise sur le gâteau. Et là, je suis déterminé, pas à être sur le podium, mais vraiment à gagner ce week-end. J'en ai les possibilités. J'ai fait un très très gros run avant ma chute pendant les qualifs, donc pourquoi pas gagner, et je suis très très confiant et plein d'envie. En Supersport, la plupart des pilotes ont choisi la Yamaha R6. Pourtant, il reste un petit groupe d'irréductibles qui ont choisi une autre moto, un choix qui semble payant en ce début de saison, puisque le leader, Valentin Dabiz, malheureusement blessé et absent ce week-end, roule sur une Honda. Et les cousins Cédric Tangre et Robin Camus ont eux choisi la Suzuki 600 GSX-R. Robin Camus nous explique pourquoi ce choix. Avec mon cousin, on roule tous les deux en Suze. Mon oncle est concessionnaire Suzuki, donc c'est vrai que au début c'était une histoire de facilité. J'ai essayé donc la Yamaha R6, mais que en origine, tout d'origine, donc quand je fais les stages de pilotage. Donc c'est une moto, elle a l'air d'être plus vive, plus maniable un petit peu par rapport à ma moto. Et puis après sur les courses, on voit qu'elle accélère bien en fait, elle a une bonne reprise.
Ça se voit pas trop en origine, mais bon, plus en version piste. Après moi, la Suzuki, l'avantage j'aime bien, c'est que sur les circuits avec des longues lignes droites, elle a une bonne allonge, donc on a une bonne vitesse de pointe, et c'est une moto qui est très stable sur l'angle, donc ça pose pas trop de soucis. Au freinage, elle est assez stable aussi, donc ça c'est bien. Par contre, elle est un peu plus lourde et plus dure à faire tourner serré comme une Yamaha. On peut vraiment faire tourner autour du point de corde, quoi. Pour Cédric Tangre, fils de concessionnaire Suzuki, c'est encore plus simple, il ne veut même pas essayer de Yamaha. La raison principale, c'est ça, hein, c'est la concession Suzuki. C'est vrai que c'est plus facile pour l'organisation, pour avoir les pièces. C'est plus sympa de représenter la concession. Et en fait, malgré tout, c'est une bonne moto. C'est clair qu'en moteur, elle manque, mais elle a un bon châssis. Et puis, à force de travailler dessus, on arrive petit à petit à la faire progresser et à avoir des bons chronos. J'ai jamais essayé une Yamaha et je crois que je préfère ne pas les essayer. Voilà, non, à ce qui paraît, le châssis de la Suzuki est très bon. Après, c'est clair que on a un gros manque en moteur, mais il faut faire avec de toute façon. Et pour la première course de la journée, on retrouve David Perret qui a réalisé la pole. Il a été 70 millième plus rapide que Morgan Bercher, le pilote de Thierry Attal. Hugo Clerc, quant à lui, est sur la Yamaha numéro 11 du team Moto 1 et 3e, malgré sa blessure au poignet droit. Et c'est parti pour la course. Louis Bull s'empare de la tête dès le premier tour. Devant Hugo Clerc, David Perret, Morgan Bercher et Cédric Tangre suit derrière. Dans le 7e tour, Hugo Clerc tente un freinage un peu trop tardif sur David Perret. Il perd l'avant et emmène Perret dans sa chute. Le safety car est déployé, le temps de nettoyer la piste et d'évacuer David Perret. Hugo Clerc, quant à lui, repartira bon dernier. La course est relancée pour 5 tours, mais dès les premiers virages, Bercher, qui veut sa première victoire cette saison, part à la faute, laissant le leadership à Bull. Le pilote de la Yamaha numéro 2 se retrouve sous la menace de Cédric Tangre pour la victoire, mais Bull ne cédera pas et remportera ainsi sa première victoire de la saison devant Tangre et Camus. J'étais derrière Hugo. Hugo, j'ai vu qu'il avait pas trop de rythme. Je pense qu'il doit avoir 2-3 soucis. Du coup, j'ai essayé de le doubler, faire mon petit rythme sans trop forcer. J'ai vu qu'ils étaient derrière. Et puis après, il y a eu le safety car. Bon, ça casse un peu les pattes. Surtout, on voit David par terre. Ça, c'est vraiment pas drôle. Et voilà, après on repart, j'ai pris mon temps le premier tour, j'ai vraiment essayé de fermer les portes pour pas qu'il me double, pour le temps de chauffer les pneus. Après j'ai essayé de rattaquer un peu. Dernier tour, j'ai fermé les portes partout et ça passait, donc trop cool. En Pirelli, après la chute de Neumann, Martin Renaudin signe sa première victoire en 600 devant Alexandre Santos Dominguez et Ivan Laedzi. Pour la dernière course de Supersport du week-end, c'est un peu confus sur la grille de départ. David Perret, après avoir lourdement chuté en première course, voudrait prendre le départ, mais les médecins et les officiels ne veulent pas. Il est donc contraint d'évacuer sa moto. Au final, on retrouve Cédric Tangre en pôle devant Morgan Bercher. Et Louis Bull hérite donc de la 3e place. Une fois calmé, c'est parti pour la deuxième course. Louis Bull réalise encore le meilleur départ et prend la tête devant Hugo Clerc, son ancien coéquipier. Tangre est 3e. Louis Bull profite de la bagarre derrière lui pour creuser un léger écart malgré une attaque incessante et le meilleur tour en course. Cédric Tangre ne parviendra pas à changer l'ordre établi au départ. Double victoire de Bull devant Clerc et Tangre. En Pirelli, Laedzig était le meilleur en qualif et garde la tête en début de course, mais Martin Renaudin reprend les commandes dans le 12e tour. Hugo cassa dessus, longtemps sur le podium virtuel, doit céder en fin de course. Renaudin réalise lui aussi le doublé devant Laedzig et Santos Dominguez. C'était un week-end pas simple parce que à la fin de la première manche, j'ai percé mon radiateur. Donc du coup, j'ai fait les 2 derniers tours avec une moto à 128 degrés. Donc le moteur était mort, mais j'ai réussi à tenir et à combler l'écart qu'il y avait derrière. Et puis sur cette manche-là, mon père, je remercie encore mon père, mes mécanos, tous ceux qui m'aident. Parce que là, ils m'ont remonté un moteur et puis je suis reparti le couteau entre les dents. Et puis quand j'ai vu l'écart au début, je me suis dit ça va être compliqué. Puis j'ai tout donné et puis voilà, je suis super content. Ouais. L'année dernière, j'avais fait quelques courses en Pirelli et j'avais pas eu le budget pour faire toutes les courses. Donc là, cette année, j'ai un peu plus de personnes qui m'aident et je les remercie du fond du cœur parce que sans eux, je serais pas là et je donne tout pour leur rendre la main. Et au classement de Supersport, malheureusement Valentin Debise perd gros puisqu'il était absent ce week-end, tout comme David Perret qui marque 2 bulles. C'est donc les 2 cousins qui sont en tête avec leurs 2 Suzuki. Le Paddock Sidecar nous ouvre ses portes encore une fois pour partir à la rencontre des principaux adversaires de la moyenne sur les champions en titre. L'équipage du Side
fait ce qu'on peut, on essaye de suivre parce qu'il y a quand même une seconde de retard par rapport à lui, à peu près sur tous les circuits, c'est comme ça toi. On fait tout pour que ça aille mieux, puis c'est surtout faut repartir avec 3 pneus neufs à chaque fois, autrement c'est très dur à réussir à le suivre. On s'est rencontrés sur Allure-Silivi pour un roulage parce que j'avais trouvé un autre passager, un copain à moi, mais ça le faisait pas avec le F1 par rapport vu que j'avais déjà de la connaissance en pilotage et lui il connaissait pas trop. Du coup j'ai trouvé Seb et puis on a tout de suite roulé vite, alors on est restés ensemble. Je suis passé au F1 parce que j'étais champion de France en F2. Puis je voulais passer dans la catégorie au-dessus pour voir, essayer de battre Sébastien. Et puis pour l'instant on se démerde pas mal, mais on a encore un petit peu de mal au niveau physique déjà, c'est beaucoup plus dur à rouler avec un F1 à cause de la puissance. Et du coup là on est au sport, mais bon il n'y a jamais assez. Et puis on est content quand même de rouler en F1, tout va bien. Je trouve le F1 beaucoup plus facile peut-être par rapport à mon gabarit. Où le F2, la planche est beaucoup plus petite, les déplacements sont moins grands, il y a moins d'amplitude, donc c'est beaucoup plus compliqué de bien se placer. Le F1 est beaucoup plus facile par rapport à ça. Alors on peut se déplacer, on peut vraiment se placer où on veut sur la machine et on a besoin de vraiment beaucoup d'amplitude sur ce genre de machine. Le championnat de France n'est vraiment pas ridicule par rapport au reste du mondial, car quand la course se produit au Mans, en général il y a beaucoup de gens du Superbike qui s'y pointent. Et on est tous qualifiés dans les 10 premières places, on arrive bien à représenter la catégorie. En catégorie F2, le Side 696 a une histoire bien particulière car le pilote est né en 69 et le passager en 96, couleur numéro. Une différence d'âge qui s'explique quand on sait qu'ils sont père et fils. Le motard solo a voulu partager sa passion avec son fils et ça marche. Ils arrivent confiants à la 3e place provisoire du championnat F2. Moi j'ai commencé à 12 ans, c'est l'âge minimum pour commencer le sidecar. J'ai commencé avec mon père, on n'avait jamais fait de sidecar de piste ni de route d'ailleurs. Et voilà, on allait sur les circuits un petit peu, puis on a vu les sidecars et puis un jour on proposait des baptêmes et on a tous les deux fait du sidecar fait des baptêmes avec la famille Leblond. On a commencé de zéro, c'est vrai que c'est la famille Leblond qui nous a mis le pied à l'étrier. Et on fait ça en famille avec ma compagne, sa sœur, et c'est vraiment une histoire familiale, une histoire de plaisir. On fait ce qu'on peut, on a des plus ou moins bons résultats et du coup c'est que du bonheur, quoi. J'adore le sidecar c'est ma passion, mais faire de la piste en solo ça m'intéresserait aussi. Concilier les deux, j'aimerais bien, mais après c'est toujours une question de budget, quoi. Le budget... c'est toujours le problème de tout le monde un peu, donc pour l'instant on va rester au sidecar et puis voilà quoi, moi ça me va très bien pour l'instant. Il a eu 19 ans, non, et il a le permis moto maintenant depuis quelques temps et je pense qu'il fera du solo aussi, mais quand on est père on n'est jamais pressé de voir ses enfants faire du solo parce que c'est quand même dangereux, on est bien placé pour le savoir et bon, le père a toujours peur de voir partir le petit tout seul, quoi. Et le samedi, il y avait la première course de la catégorie Sidecar. Une fois n'est pas coutume, Huet et Harifon réalisent le meilleur départ et prennent la tête devant Delannoy et Rousseau qui partaient pourtant en première position. Mais dans le deuxième tour, l'équipage du Side numéro 56 va commettre une erreur au virage du Trottard, laissant repasser Delannoy et Rousseau. Après plusieurs dépassements entre les deux équipages, Delannoy et Rousseau réussissent à prendre définitivement le meilleur sur Huet et Harifon au 7e tour. Au 10e tour, le drapeau rouge est présenté suite à une chute de Ressignac-Picoin. Delannoy et Rousseau réalisent pour le moment le score parfait avec 5 victoires en 5 courses devant Huet et Harifon. Morogadé termine le podium de cette première course du week-end. Et en catégorie F2, il y a eu encore de la baston entre les leaders du classement provisoire, Guignard-Époux et leur dauphin, Barbier-Debroise. Mais après avoir rencontré quelques problèmes de frein, Guignard-Époux cède le leadership à Barbier-Debroise. Et dans le 6e tour, il cède encore une place à l'équipage 100% féminin Leblond-Farnier. Barbier-Debroise remporte la course devant Leblond-Farnier. Guignard-Époux sauve les meubles en terminant 3e. Et en sidecar pour la deuxième et dernière course du week-end, à son habitude, c'est l'équipage Huet et Harifon qui prend le meilleur départ devant Delannoy et Rousseau, qui pourtant avait le record de la piste. Et malgré une attaque incessante, l'équipage du Side 56 tient bon pour la première fois de la saison et signe la fin de la domination du champion en titre. Victoire de justesse, mais victoire quand même de Huet et Harifon devant Delannoy et Rousseau.
Mouro-Gadé termine le podium de cette deuxième course. Extrêmement dur, à chaque fois je voyais son museau pointé à droite, à gauche, à droite, à gauche. On forçait tout notre possible pour essayer de tenir la machine, mais finalement on a réussi, c'est bon, on l'a fait. En F2, on retrouve les mêmes acteurs que la veille, mais cette fois-ci, Guignard et Pou réussissent à conserver l'avantage sur leurs rivaux. Et 2 tours avant la fin, Barbier de Broise trouvent la faille et prennent la deuxième place à Leblond-Fardier. Au classement, grâce à leur victoire, Huet et Harifon reviennent un petit peu sur Delannoy et Rousseau en catégorie F2. Guignard et Pou restent en tête. Au Vigeant, nous sommes sur ses terres. Greg Black, qui en tant que licence originaire du Derby, a grandi dans la région et ce circuit, il le connaît par cœur. Il compte bien le démontrer encore ce week-end. Surtout qu'il est là pour défendre sa première place au classement provisoire du FSBK. Là, je suis en tête du championnat, c'est les années de la course. C'est vrai qu'on a eu un peu de chance au début de saison, on a marqué de bons points et on a eu que 3 points d'avance sur la deuxième place. Maintenant, je pense que ça va être compliqué d'y rester, mais l'objectif premier, c'est d'être dans les 3 premiers championnats et puis on verra comment ça se passe et faire des podiums ici. Le week-end dernier à Imola en mondial Superstock, le FSBK et le championnat du monde d'endurance, un programme chargé pour un seul pilote. Moi d'abord je suis passionné de la moto, donc c'est vrai que ça me fait très plaisir de rouler. Si je pouvais rouler tous les jours je le ferais, donc déjà ça me fait plaisir. Après j'ai passé 2 années compliquées en 2011 et 2012 et j'ai vraiment pas beaucoup roulé, je faisais que 3 courses d'endurance. Et donc maintenant depuis 2013 j'ai repris ici en vitesse. 2014 et 2015 je fais beaucoup de moto et ça me fait très plaisir, donc j'en profite au maximum pour l'instant. Faut pas oublier que le niveau en France est quand même déjà très bon, il y a des très bons pilotes et les marques qui sont présentes. C'est vrai qu'il manque un petit peu de partenaires à ce championnat, mais il faut quand même dire que c'est un beau championnat qui a du niveau. Et finalement, on n'a pas à rougir devant le niveau du championnat d'Europe. On le voit encore, Mathieu Ginès qui est devant, moi qui dernier première place, en sachant le niveau européen avec des motos italiennes et des pilotes italiens qui connaissent très bien les pistes et le championnat. Je pense que voilà, c'est d'abord, il faut gagner en France et être vite en France. Pourquoi pas partir en Europe, mais dans les bonnes conditions. Ce week-end, il y avait un team qui faisait beaucoup de bruit, tout comme Nogaro, où leur pilote Gabriel Ponce avait réalisé son premier podium au scratch avec une moto Evo. C'est le team TDS qui avait l'an dernier tourné Guillaume Antigard en tête de Pyrénées. Cette année, il n'y a qu'une moto, celle de Pompon. Premier podium de la saison, le dernier week-end à Nogaro, chez moi à la maison. Premier podium scratch, un superbike de notre jeune carrière pour moi et pour le team. On était vraiment contents, on avait vraiment envie de faire un bon résultat chez nous, devant nos partenaires, nos amis, devant la famille. On a fait un super week-end du début à la fin, on n'a pas fait d'erreur, on a bien travaillé. Ça a été vraiment un week-end sans faute, on a avancé beaucoup sur les réglages de la moto, les mécanos ont super bien travaillé, ça fait que le résultat est au bout. Moi ce que j'ai envie c'est que ça dure, qu'on fasse du superbike jusqu'en l'an 2052 quoi, avec la Kawa. Mais non, c'est sûr que Guillaume a fait une super saison, on a été très content de l'avoir dans l'équipe l'an dernier. Ça a été un super coéquipier, moi j'ai passé de super moments, on s'entendait tous très bien avec. Et puis en plus quand il y a les résultats que l'on connaît, on était super contents. Et puis c'était l'esprit TTS, ils se battaient avec du matériel qui était vraiment en dessous de ce qu'avait la concurrence. Et tout ce bruit ce week-end, c'était surtout parce que Pompon fêtait ses 22 ans. Il voudrait quoi comme cadeau cette année? Déjà un top 10 scratch et un top 5 stock. Restez sur mes roues et on aura rempli le contrat pour le week-end. Le cap a été passé entre le 600 et le 1000. L'avantage c'est que je suis très bien entouré, j'ai vraiment une bonne moto, des bons pneumatiques, une équipe derrière, une équipe technique qui se donne à 200% pour qu'on réussisse. Donc je pense que le passage se fait dans les meilleures conditions possibles. J'ai mon coach Axel Morin qui m'aide sur tous les roulages. Donc je suis vraiment bien entouré pour progresser le plus rapidement possible et c'est top quoi. Troisième épreuve du championnat, voilà, une année qui commence un peu difficilement parce que le manque de résultats en course. Après, je pense que le rythme est là. J'ai démontré hier qu'il y avait moyen de placer cette moto numéro 9 dans le top 10 assez régulièrement et se rapprocher du top 5. Donc maintenant, c'est à nous de continuer à travailler et puis valider en course, quoi. J'essaie de pas trop regarder les résultats, plus regarder par rapport au maître à côté, Grégory Leblanc,
essayer de réduire l'écart à chaque fois que je prends la moto. Donc au début j'étais à 2 secondes 5, 2 secondes, maintenant 1 seconde 5. Hier j'étais à 1 seconde 1 de la pole, donc c'est plus ça que je vise, essayer de réduire l'écart par rapport aux meilleurs, quoi. Et pour la première course Superbike du week-end, Grégory Leblanc partait en pole devant Gimbert et Forêt. Et comme à Nogaro, Leblanc réalise le meilleur départ et s'envole en tête, reléguant Gimbert et Forêt à plus de 3 secondes. Mais dans le troisième tour, le safety car puis le drapeau rouge sont présentés après la chute d'Emilien Jaillet. La course reprendra, mais les places de la première partie de course seront conservées et additionnées à la fin. Il reste donc 12 tours au cadre de la vitesse française pour en découdre. Grégory Leblanc, impassible, reprend la tête de la course et creuse l'écart sur Gimbert, qui se fait menacer et même dépasser par Greg Black dans le dernier tour. Au cumul, Leblanc s'impose devant Gimbert et Forêt qui termine par la même premier stock devant Guité et Longjarret. Pour la dernière course de la journée, on retrouve les mêmes pilotes de la catégorie Superbike avec Greg Leblanc en pole devant Seb Gimbert et Greg Black qui avait à cœur de briller sur ses terres. À l'extinction des feux, c'est Leblanc qui reste en tête et qui s'envole même au bout de quelques tours seulement, laissant Greg Black, Baptiste Guité et Gimbert se battre pour les 2 dernières places du podium. Et après avoir longtemps fait le forcing pour repasser Black, Seb Gimbert part à la faute dans le 4e tour et devra abandonner. Kenny Forêt s'empare de la 2e place dans le 10e tour. Mais Greg Black réussit à rester au contact et à placer une Black Attack dans le dernier tour pour récupérer son bien. Victoire de Grégory Leblanc qui réalise le week-end parfait en marquant 54 points sur 54 et qui reprend par là même la tête du championnat. Ouais, c'est une super victoire. J'avais plus 10 secondes d'avance. Je crois que je fais la course parfaite. Je fais un excellent départ. Je ferme bien les portes parce que tout à l'heure, premièrement, je me suis fait un peu avoir par Sébastien Javert. Le week-end parfait, 54 sur 54. On prend la tête du championnat. Nickel. Rendez-vous à l'Ennon. Et en stock, encore sur le podium scratch, Forêt reste en tête devant Guité, auteur d'un superbe week-end. Et Jimmy Machiot confirme ses bonnes qualifs avec son premier podium de la saison. Et voilà, c'est terminé pour la 3e manche du championnat de France. Nous étions sur le circuit du Vigan. Rendez-vous dans quelques semaines pour la 4e manche du championnat de France FSBK. Ce sera à l'aide de nom. Ciao!